Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'accueille Julien Guillot, avocat au barreau de Paris depuis 2009. C'est un des trois associés du cabinet L'Excellent, cabinet qui a été créé il y a un peu plus de 5 ans et qui intervient notamment en droit boursier, droit corporate et droit social. Dans cet échange, nous avons pu aborder plusieurs thèmes, et notamment une grande partie sur le télétravail, avec le contexte assez particulier que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi de son accompagnement avec de très belles startups françaises. Ce sont donc de jeunes entreprises avec une très forte croissance qui n'ont pas toujours de service juridique en interne. Julien nous expliquera aussi sa façon de travailler et sa vision qu'il a de l'avocat en 2020, et vous verrez que ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Allez, sans plus attendre, je vous laisse apprécier par vous-même cet échange. Bonjour Julien, ravi de pouvoir échanger Salut avec toi. Mathieu. Bah Bon, écoute, moi aussi. bon, dis-moi, avec ce deuxième confinement, je pense qu'un avocat en droit du travail a pas mal de boulot en ce moment. Écoute, oui, parce que ça soulève des nouveaux sujets sur lesquels on ne travaillait pas du tout il y a un an. Et typiquement, il y a par exemple la PLD, l'activité partielle longue durée, donc le chômage partiel. C'était des sujets qui étaient très, très restreints, sur lesquels on travaillait peut-être une fois par an, de temps en temps, quand il y avait des dommages dans une usine ou dans des locaux. Et là, c'est devenu quelque chose de récurrent, de nouveau, d'assez massif pour toute une part d'entreprises en France. Donc, on a dû s'adapter. Et je vois, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler sur un des premiers accords Oui. partiels d'activité longue durée qui a été validé par l'administration, parce que ce sont des accords qui doivent faire l'objet d'une homologation par l'administration. Et on travaille donc sans précédent. Donc on doit s'adapter, on doit creuser les textes, essayer d'anticiper quelles seront les situations à venir pour les clients en termes de marché, en termes d'activité. Donc voilà, c'est une période assez difficile, d'une lecture assez difficile. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de réactivité, de réflexion. Et voilà, mais c'est un enjeu assez intéressant. Ok. Donc l'autre sujet, c'est évidemment le télétravail. Ouais. Le télétravail avant le confinement, c'était quelque chose qui se mettait en place, hein, évidemment, mais c'était un jour par semaine, deux jours par semaine. Et là, on a plein de questions avec des entreprises qui veulent laisser l'opportunité à leurs salariés de télétravailler à plein temps, Mm. voire de télétravailler depuis l'étranger. Et ça pose énormément de questions. Par Et, exemple, ouais. et c'est quoi les problèmes, les nouveaux problèmes qui sont apparus donc avec le confinement et le télétravail? Comme tu dis que c'est assez nouveau, donc j'imagine que il y a peut-être des sujets qui reviennent de plus en plus. Ben, oui, typiquement, télétravail, est-ce que je peux laisser un salarié télétravailler depuis l'étranger? Mm. Si je travaille dans la tech, que j'emploie des DevOps ou des programmateurs, est-ce qu'ils peuvent télétravailler depuis, je sais pas moi, la Tunisie ou l'Italie ou le Japon? La réponse est oui, en pratique. Par contre, quelles vont être les conséquences juridiques de ce télétravail? Elles sont pour l'instant pas appréhendées par le Code du travail ni par la législation en vigueur. Donc ça, on est dans une phase un peu créatrice parce Ouais. que c'est possible de le faire, mais il faut que ce soit bien encadré. Et puis ça a des répercussions en droit du travail, évidemment, mais en droit de la sécurité sociale. À quelle sécurité sociale, de quelle sécurité sociale relève le salarié qui travaille pour une boîte française, mais depuis le Japon? Ouais. C'est toute une question avec le principe de territorialité des lois de sécurité sociale. Ça va être les lois de sécurité sociale japonaises. D'accord. Pareil, en termes de taxes, où va payer où va payer son impôt sur le revenu le salarié? Est-ce qu'il va payer son impôt sur le revenu au Japon ou en Ouais. France? C'est plein de problématiques qui doivent être traitées. Après, il y a aussi l'aspect RH. Est-ce que c'est facile quand même, c'est possible juridiquement? Est-ce que c'est faisable de laisser travailler mon salarié depuis le Japon alors qu'il y a un décalage horaire qui est extrêmement important, que ce sera difficile de pouvoir le joindre, de pouvoir participer avec lui à une réunion? Donc, c'est vraiment des nouvelles questions et c'est très intéressant de pouvoir
participer à les traiter, essayer de résoudre ces difficultés. Oui, Donc, oui, c'est un petit peu… Oui, dis-moi. c'est vrai que comme tu dis, c'est vrai que c'est des situations qui sont nouvelles. On n'a pas eu on n'a pas eu ça depuis des années. Enfin, moi je le vois, le télétravail en France était très dur à avoir, hein. Moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont demandé. C'est vrai que les entreprises n'étaient pas vraiment partantes pour le télétravail. Et c'est vrai qu'avec le confinement, il y a eu presque, enfin, il y a eu une obligation de faire du télétravail et il y a eu plein de problèmes. Moi, je pense notamment, j'ai entendu dire que l'entreprise qui mettait ses salariés au télétravail devait aussi les mettre dans des bonnes conditions. Est-ce que tu as des exemples de ça par rapport ouais, aux conditions, la fibre, enfin en tout cas tout ce qui est réseau pour Mhm. pouvoir travailler, les sièges, voilà, qu'est-ce que ça a engendré comme problème pour les salariés, mais aussi pour les entreprises? Alors, c'est vrai que le télétravail, ça peut être un formidable outil et manière de travailler parce que on va gagner en temps de transport, Mm. donc en confort de vie. Tout le temps qu'on passait en transport, on peut le consacrer, par exemple, pour moitié à sa famille, à ses amis, et pour l'autre moitié à l'entreprise. Pour l'entreprise, ça permet, alors pas tout de suite parce qu'on est tout juste dans la crise encore, mais ça va permettre de limiter les coûts en matière en matière de bureaux, Mm. Oui, de loyer. Et donc, les salariés, eux, vont avoir des coûts peut-être plus importants parce qu'ils oui, vont consommer plus d'énergie en étant chez eux. Ils ont déjà un abonnement box, mais ils vont être plus souvent chez eux. Donc, ça va générer des coûts et la discussion va pouvoir se poser dans un certain nombre d'entreprises. Comment l'entreprise peut participer à cette prise en charge des coûts en mettant à disposition des outils informatiques qui sont efficaces, qui fonctionnent bien, en prenant à sa charge une partie de l'abonnement Internet, de la téléphonie. On a toute une liste, et ça c'est assez intéressant, qui est prévue par la Sécurité sociale, par l'URSSAF. oui. L'URSSAF détaille tous les frais qui peuvent être pris en charge par les entreprises au titre du télétravail. Et ça va vraiment des charges de copropriété à la taxe d'habitation, D'accord. à une partie du loyer. Tout ça peut faire l'objet d'une prise en charge par l'entreprise au titre des frais professionnels. Donc c'est très intéressant parce que quand c'est pris en charge au titre des frais professionnels, ben, ça veut dire que je rembourse à mon salarié de l'argent sur lequel on ne va pas payer de cotisation de sécurité sociale. D'accord, Donc oui. l'entreprise peut avoir tendance à se dire bah, je veux une bonne politique de prise en charge des frais professionnels et Mm. donc je vais donner de l'argent parce que mes salariés vont avoir des charges peut-être plus importantes, mais sur cet argent que je leur donne, eh bien, je ne paye pas de cotisation de sécurité sociale. Donc plutôt que de verser une prime, je ne sais pas moi, de 100 euros sur lequel bah, l'entreprise va payer 45% de cotisation de sécurité sociale et le salarié à peu près 15% de cotisation salariale, autant lui donner du Des frais? remboursement de frais Mm. professionnels parce que c'est 100 euros et c'est 100 euros sur lequel personne ne paye cotisation de sécurité sociale. Donc Donc l'entreprise est toute cette… gagnante aussi un petit peu Ah mais avec. bien sûr, D'accord. elle est gagnante. Après, tout l'intérêt, c'est quand même de bien cadrer cette prise en charge des frais professionnels. Parce que par exemple, si tu as un salarié qui, avant cette période de confinement, travaillait depuis Paris Mm. et décide de télétravailler de manière permanente à Marseille. A priori, il est sur un poste qui permet totalement le télétravail. Son employeur à Paris peut dire, bon, bah, ok, moi, ça ne change rien. Il va télétravailler depuis Marseille. Il n'y a pas de décalage horaire ou quoi que ce soit, donc il sera facilement joignable pour des réunions. Et il autorise ce départ à Marseille. Eh bien, il va y avoir des coûts au titre de la prise en charge, par exemple, des frais de déplacement qui vont s'appliquer. Ouais. Quand il va venir, par exemple, sur Paris pour des réunions, eh bien, les nuitées qu'il va devoir passer pour assister à la réunion, mettons qu'elle se termine tard à 21h et qu'il n'y ait pas de train de retour pour Marseille, dans ce cas-là, c'est à l'employeur de prendre en charge ces nuitées. Donc, il y a toute une série de frais professionnels qui vont être générés par cette situation et sur lesquels c'est important de pouvoir discuter et de prévoir. Car D'accord. diriger, c'est prévoir. Oui. Et si tu ne prévois pas ça,
eh ben, tu te réveilles un beau matin avec plusieurs salariés que tu as autorisés en télétravail, qui te réclament la prise en charge des frais professionnels, de bonne foi, hein, parce que l'état actuel du droit prévoit la prise en charge des frais professionnels. Et donc, en quelque sorte, tu as ouvert la boîte de Pandore sur des frais que tu maîtrises plus du tout. Donc, le télétravail, il faut quand même bien le cadrer. Quand il est fait comme ça, de manière un peu exceptionnelle et de manière nouvelle plutôt, dans des situations qui n'étaient pour le coup pas prévues encore par l'entreprise, il faut bien le cadrer parce que les coûts peuvent être assez importants, surtout par exemple à l'étranger. Oui, et donc des entreprises ou des salariés font appel à toi pour pouvoir gérer ce genre de différends ou mettre les choses à plat pour que ça soit bien fait? Oui, de plus en plus, on conseille pas mal d'entreprises du Next 40, Mmh, donc des entreprises de la tech, et elles sont totalement face à cette situation. C'est beaucoup plus dur pour des entreprises traditionnelles qui ont, mettons, des points de vente ou ouais, des usines de recourir au télétravail. Par contre, toutes les startups, les scale-up, elles ont vraiment vocation à laisser toute une partie de leurs salariés télétravailler depuis l'endroit où ils sont le plus à même d'être au calme, d'être performant. Parce que quand on travaille dans un open space, mmh. est-ce qu'on est aussi performant que quand on est tranquille, dans un environnement propice au travail, au calme? La question se pose. Ah oui, c'est un Moi, je fameux débat pense, ça. exactement, et je pense qu'on est bien meilleur quand on est dans un endroit au calme, propice à la réflexion, on va mieux travailler, on va avoir peut-être de meilleures idées. Et voilà, donc on a tout intérêt à laisser la Ouais, place au télétravail. mais Et on entend quand même de plus en plus des patrons d'entreprises, des petites, des grosses, hem, se dire que le télétravail au final, ça a des avantages, mais ça a quand même pas mal d'inconvénients. Et qui refusent aujourd'hui de laisser leurs salariés 5 jours par semaine en télétravail parce que pour eux, ils ont une baisse de productivité. alors, oui et non, parce que justement, il y a un sondage qui a été fait suite au premier confinement Mmh. et qui montre que majoritairement, à 60%, les employeurs et les salariés sont plutôt contents du télétravail et cela n'a D'accord. pas affecté la productivité des salariés. Après, les autres 40%, eh bien, c'est 30% à peu près des salariés qui, eux, n'aiment pas le télétravail Mmh. parce qu'ils ont des conditions chez eux qui ne permettent pas un télétravail de qualité. Ouais. Ou alors, par exemple, parce qu'ils ont leurs enfants qui n'ont pas pu aller à la crèche ou à l'école, euh, parce ils habitent un logement qui peut être petit et bruyant, donc ils préfèrent être dans les locaux de l'entreprise qui sont plus à même de les accueillir pour travailler. Donc il y a ces situations-là. Et le télétravail, ça c'est la règle à l'heure actuelle, hein. Le télétravail repose sur le volontariat. C'est-à-dire, Oui, il faut que ça reste comme ça. mais C'est-à-dire qu'il y a un double volontariat. le Le gouvernement l'a salarié, demandé aussi, non? Le gouvernement a demandé aux entreprises de plus ou moins mettre tout le monde au télétravail pendant le confinement. alors, pour ce second confinement, le gouvernement a dit tous les postes, effectivement, qui peuvent être exercés en télétravail doivent l'être. Mais là, c'est le cadre très particulier du télétravail comme aménagement de postes dans le cadre d'une crise sanitaire importante. Il faut distinguer les deux. Là, on est en période un peu de crise, Mmh. période un peu de guerre, donc on a une méthode de télétravail qui est imposée aux entreprises dans ce cadre très particulier. Alors que le télétravail comme nouveau mode de fonctionnement, c'est quelque chose qui a vocation à être mis en place dès maintenant, évidemment, mais surtout qui perdurera après cette crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y aura eu les vaccins, ainsi de suite, enfin, je l'espère, Mmh. et après, on aura quand même le télétravail qui deviendra quasiment la norme. Et ça, c'est ce que, à chaque fois qu'il y a une grande crise, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est à ce moment-là qu'on a mis en place la sécurité Oui, sociale, la retraite collective, qui a eu des grandes avancées en matière de droit les du congés travail. payés. C'est toujours les congés payés, c'était 1900. Oui, tu as Ouais, raison. ouais, ouais. Il y a eu la 5e semaine de congés payés. Mmh. Les congés payés existaient avant la Seconde Guerre mondiale, mais là, c'était les congés payés, c'était le Front populaire. Ouais. Mais la 5e semaine, c'était évidemment après la Seconde Guerre mondiale. Donc, les crises sont l'occasion
de remettre sur la table toute une série de pratiques et on est en plein dedans. C'est-à-dire que cette crise sanitaire du coronavirus aura eu pour conséquence de permettre l'émergence du télétravail d'une manière très, très importante. Alors que ce n'était pas le cas avant. Avant, c'était juste un mode d'adaptation du travail, mais 1 ou 2 jours par semaine, Oui, c'est ça. comme voilà, une sorte de flexibilité, alors que là, non, on est vraiment dans quelque chose de plus profond et qui va être réformé de manière plus importante. Donc, en plus, chaque entreprise a vocation à trouver les règles qui lui sont propres. Il ne faut surtout pas raisonner en disant, tiens, j'ai trouvé une charte télétravail sur Internet, je vais la prendre, je vais l'appliquer dans ma boîte. Ce n'est pas bon du tout parce que vous allez dupliquer des règles, des pratiques, une situation qui n'est pas celle de votre entreprise. Oui, il faut l'adapter à chaque entreprise. Exactement, c'est très important de le faire. Et donc d'être entouré, en l'occurrence, alors les experts comptables, c'est pas leur métier. Donc Oui. c'est vraiment des avocats, des juristes qui peuvent adapter ces règles et compte tenu de leurs pratiques, des choses, des bonnes pratiques qu'ils peuvent voir, des sujets sur lesquels ils ont réfléchi avec leurs clients, ils sont à même de faire du sur-mesure pour chaque entreprise. D'accord. Nous ici, oui. Nous ici, tu vois, au cabinet, nous ce qu'on fait, on n'est pas des avocats classiques, qu'on appelle quand on a un contentieux indifférent. Évidemment, on traite cette activité-là, mais on fonctionne plus comme une direction juridique pour des entreprises qui n'ont pas de direction juridique parce qu'ils n'ont pas les moyens ou forcément pas l'envie d'avoir pléthore de juristes. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte intégré chez nos clients. Moi, j'ai l'impression à chaque fois d'être comme un salarié de mes clients, de travailler chez eux. Je ne suis pas dans leurs locaux, mais je suis comme un salarié de l'entreprise, comme un juriste en interne. Et ça, c'est important. Ça permet de bien connaître leurs pratiques. C'est comme si tu avais ton bureau juste à côté de chez eux et en fait, ils te passent un coup de fil pour que tu les aides sur certains points. C'est bien ça? Ben, ça va au-delà de ça. Ça va vraiment les connaître les personnes, apprendre dans la durée à connaître leurs sujets, à savoir anticiper quels vont être leurs besoins, quels vont être leurs risques compte tenu des pratiques. Et donc, savoir, par exemple, identifier, il y a une jurisprudence qui tombe, je me dis, tiens, ça va intéresser tel client parce qu'il est dans tel sujet, dans telle situation. Et donc, tout de suite, de manière proactive, je vais lui dire, tiens, il y a telle pratique que tu fais depuis des années, mais il y a une nouvelle jurisprudence qui vient de tomber, ça change un peu la donne pour toi, là, on va devoir rectifier le tir. Donc, j'attends pas qu'ils reviennent vers moi après un contrôle de l'inspection du travail ou un contrôle URSSAF. J'anticipe le truc, comme un directeur juridique doit le faire. Donc, je connais mes clients et je regarde ce qui, dans le monde juridique, ce qui change et ce qui peut les impacter eux. Et donc, je les préviens en amont. Le but, c'est d'éviter toute une série de sujets tout en étant flexible. Parce que ce qui permet souvent de se différencier de ses concurrents, c'est d'aller là où on ne pensait pas pouvoir aller parce que parfois, il y a des préjugés. On se dit, tiens, juridiquement, non, ça sera impossible de faire ça. Voilà. Il faut casser ces préjugés en mesurant les risques, évidemment, mais casser ces préjugés, savoir entreprendre et créer sans avoir peur de la règle juridique. La règle juridique, elle est faite pour être adaptée, pour pouvoir être évaluée comme un risque qu'on peut prendre, qu'on ne peut pas prendre. Après, c'est tout le sujet de la réussite économique, voilà, savoir apprécier les risques et prendre les décisions qui s'imposent. D'accord. Et alors, quand tu parlais des entreprises qui n'ont pas leur propre service juridique, si j'ai bien compris un petit peu, tu parles aussi pas mal des startups, c'est ça? Parce que j'ai eu l'occasion de te voir participer à plusieurs webinaires avec des startups assez connues. Les startups, elles sont justement à la pointe de ces nouvelles questions. Oui, Quand ce que tu j'allais prends dire, elles sont en demande. télétravail, exactement. Quand tu prends le télétravail, elles sont en amont de toutes ces nouvelles réflexions qui ensuite vont toucher les plus grandes entreprises. C'est pas AXA, par exemple, qui va avoir une politique extrêmement ambitieuse tout de suite en matière de télétravail. C'est souvent les startups qui vont prendre le risque, en gros, de se jeter dans le full télétravail en laissant leurs salariés recourir massivement au télétravail. C'est elles qui vont expérimenter. Donc, quand on est avocat, c'est très intéressant de les suivre et de les accompagner
parce que justement, on travaille à ces nouveaux modèles avec elles. Et c'est un modèle qui fonctionnera. Donc, c'est après que les grands groupes se mettront à copier un petit peu ce que font les startups. D'ailleurs, on le voit dans le monde économique. L'innovation, elle vient souvent des petites Oui, entreprises. Quand on voit, par exemple, quand on regarde pour le coronavirus, le vaccin, l'un des vaccins, il vient de Moderna, qui est une petite entreprise de biotech mmh, allemande oui, qui travaille en collaboration avec un grand groupe. Beaucoup d'innovations, que ce soit dans la tech, dans la biologie, dans la médecine, dans l'agroalimentaire, viennent de petites structures parce qu'elles ont justement cette souplesse, cette liberté de pouvoir innover que n'ont pas les grands groupes bien parce sûr, qu'ils ouais. sont justement empêtrés dans toute une série de normes à respecter. Ils Ouais. manquent d'agilité. Et c'est ce que permet justement ces startups, ces scale-up et les petits cabinets d'avocats qui ont cette agilité. Et c'est pour ça que les deux travaillent généralement très bien ensemble. Parce Et en que plus, cette agilité, ça doit être dis-moi. challengeant de travailler avec une startup parce que comme tu dis, elle va vous poser des questions que vous n'avez peut-être jamais eues avant. Comme tu dis, parce que ça soit bah, les startups ou les cabinets d'avocats agiles, voilà, il y a pas beaucoup de choses qui se passent. Une startup, ça a une croissance qui est très rapide au départ. Et j'imagine qu'elles ont beaucoup d'interrogations et comme on l'a dit tout à l'heure, elles n'ont pas forcément de service juridique et elles n'ont pas forcément des réponses à leurs questions. Donc ça doit avoir un petit côté assez intéressant de travailler avec des startups. Exactement. Le fait de bosser avec les startups, c'est un peu comme un jeu comme Sims ou compagnie. Ils grandissent tellement rapidement que tu es obligé d'adapter adapter les règles Oui, de manière pas quotidienne, mais mensuelle. Et ouais, donc, elles vont franchir des seuils de salariés très rapidement, plus rapidement qu'une entreprise lambda qui n'est pas ouais, dans la tech, qui n'est pas une start-up. Et c'est ça qui est intéressant en tant que juriste, c'est de pouvoir anticiper les seuils qui vont être franchis. On fait un rétro-planning, grosso modo, et ça permet voilà, à chaque fois de pouvoir adapter ces seuils-là. Et c'est génial parce que moi, j'ai certains clients où ils étaient 20 il y a 5 ans et ils sont plus de 300 à l'heure actuelle. Et donc, ils ont franchi des seuils extrêmement rapidement. Des seuils qui, normalement, mettent 10 ans peut-être à être franchis. Ils l'ont fait en 3 fois en même temps. ouais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Organiser les premières élections professionnelles, mettre en place les documents uniques d'évaluation des risques. Il faut que l'entreprise soit carrée parce que généralement, petit à petit, on va de plus en plus entendre parler d'elle dans la Ouais. presse et forcément, bah, ça peut générer aussi des contrôles. Hein. L'URSSAF va dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Elle semble grossir de manière extrêmement importante. Donc, il faut aussi être prêt le jour où on va être contrôlé, on va être challengé, bah, pouvoir se dire, oui, j'ai grossi extrêmement vite, mais en même temps, j'ai respecté toutes les obligations légales qui sont les miennes. Est-ce que tu as des exemples de problèmes qu'ont pu avoir certaines startups, pas forcément, enfin on n'est pas là pour les nommer, mais voilà, des exemples concrets de là, une startup t'a appelé parce que elle faisait face à un problème juridique, un problème avec un salarié. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui, bah, typiquement, c'est quand on embauche au début, quand on est une jeune start-up, on va recruter de manière assez rapide, assez facile, sans trop se poser ben, les questions de savoir si la personne que je recrute a un poste qui parfois peut être très important, CTO pour une petite start-up, eh bien, vu que l'entreprise va grandir, se développer, eh bien, le CTO qui allait très bien pour une boîte de 20-30 salariés, bah, n'est plus à même d'exercer toutes les compétences attendues d'un CTO pour une entreprise de 300, 400, 500 salariés. Et donc, il peut y avoir voilà, ce gap qui se crée entre des compétences, des gens que j'ai embauchés et qui convenaient parfaitement pour une certaine taille et qui n'est plus du tout appropriée. Et ça crée forcément des crises qu'il faut gérer. Il faut accompagner une évolution professionnelle ou, le cas échéant, si malheureusement la crise perdure, des départs. Après, ce que malheureusement j'ai à traiter aussi à l'heure actuelle, compte tenu de la crise, c'est devoir réfléchir à des ruptures conventionnelles collectives Mmh. ou des licenciements économiques à la marge de tel ou tel service
qui va être externalisée parce que l'entreprise n'est plus sur du tout le même business plan qu'elle avait envisagé et présagé. Et donc, elle doit tailler un peu dans les effectifs. Ça, c'est jamais évident à faire. C'est une décision qui est très lourde pour un fondateur, pour un entrepreneur. Et pourtant, il est parfois nécessaire de le faire, sauf à mettre en danger toute la boîte. Donc, on est là aussi pour les aider à faire ces choix, à adapter, à préparer ces départs économiques de manière à ce que ce soit le plus régulier possible, évidemment, pour éviter un risque contentieux, mais aussi le plus compris par les salariés, parce que voilà, l'entreprise repose aussi sur les salariés. Ils doivent comprendre pourquoi on a mis en place ces mesures de départ et quels critères ont été retenus, voilà, parce que c'est important que les gens qui restent dans l'entreprise gardent leur motivation et comprennent pourquoi on a dû faire ça pour préserver l'entreprise. Après, en parallèle, ce qui est très intéressant à faire pour les entreprises qui, pour le coup, ne connaissent pas la crise, c'est travailler sur tout ce qui est mesures d'intéressement, de participation, d'avantages pour les salariés, pour les motiver, pour les intéresser à la croissance de l'entreprise, SPCE par exemple. Ça, c'est super de pouvoir les aider à mettre en place les outils et en comparant chaque outil à un intérêt, donc choisir celui qui est le plus calibré pour telle ou telle entreprise. Ouais, j'imagine aussi. Heureusement, si on fait que du licenciement économique, c'est pas Non. non plus de grande gaieté tous les jours, quoi. Non, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce que cherche à faire une entreprise. Au contraire, elle est là pour grossir. Et j'étais en train de penser, même niveau contrat de travail, quand tu parles d'une start-up qui commence à 20 personnes avec un contrat de travail qu'elles ont peut-être trouvé, voilà, elles sont peut-être pas accompagnées dès le départ par un avocat ou par un cabinet. Et comme tu dis, elle va grossir très rapidement. Tu me parlais d'une entreprise qui passe de 20 à plus de 200 salariés très rapidement. Je pense que le contrat de travail doit évoluer en même temps. Évidemment, c'est vrai ce que tu dis, Mathieu. Beaucoup d'entreprises vont prendre leur contrat de travail comme ça sur Internet. Et ils vont pas le dire. du tout. Ouais, mais Oui. c'est le coup classique. Ou alors l'expert comptable qui va leur donner comme ça un modèle. Elle va donner une start-up le modèle qui est le modèle d'une charcuterie dans les Pyrénées, tu vois. Donc le truc qui convient pas du tout. Parfois il y a des erreurs sur la convention collective, des erreurs qui peuvent s'avérer catastrophiques. Oui, Après, peut coûter cher. est-ce qu'en temps, exactement. Mais la question c'est, est-ce que j'apporte moi en tant qu'avocat une plus-value sur un contrat de travail? Évidemment, j'apporte une plus-value sur un contrat de travail. Maintenant, il faut être logique. Les contrats de travail, ils sont gratuits sur Internet. Donc, ce que j'aime bien faire et ce qu'on aime bien faire au cabinet, c'est accompagner la start-up sur le premier contrat de travail, ou en tout cas le nouveau modèle de contrat de travail, si jamais elle a pris des contrats de travail qui ne sont pas des contrats de travail, des bons contrats de travail, grosso modo, ou des contrats de travail qui génèrent et généreront beaucoup de risques. C'est corriger le tir, mais corriger le tir pour un montant dérisoire, pour travailler dans le long terme. Moi, c'est ce que j'aime faire, c'est travailler dans le long terme avec les clients. Le contrat de travail, c'est quelque chose de clé parce que c'est un modèle qui va être utilisé par toutes les entreprises. Maintenant, on ne va pas se leurrer. Contrat de travail, c'est très facile à mettre en place par un avocat. C'est quelque chose sur lequel on ne va pas travailler longtemps, sauf certains cas très particuliers où on va générer beaucoup de temps de travail sur un type de contrat quand c'est dans l'IP, quand il y a énormément de données, ou alors c'est pour le contrat d'un dirigeant important, là, on va passer beaucoup plus de temps dessus. Mais pour beaucoup de postes, le contrat de travail, l'avocat ne va pas consacrer un temps fou dessus. Il connaît bien la convention collective, par exemple Syntec, moi je travaille dessus tous les jours. Donc je sais ce qu'il faut mettre dans le contrat de travail pour limiter les risques ou pour pouvoir bien accompagner l'entreprise. Et ce n'est pas quelque chose que je vais revendre avec une très forte valeur ajoutée. Ce serait malhonnête de ma part. Donc je veux que les contrats de travail soient bons, je les vérifie rapidement, je les valide et après on peut avancer sur les vrais sujets, les vrais enjeux où j'ai apporté toute une plus-value à l'entreprise. Oui, ta valeur, c'est qui est important. pas le contrat de travail, ça va être la relation de confiance sur tout l'accompagnement d'une entreprise, que ce soit une petite entreprise comme une plus grosse entreprise. Exactement, comme une direction juridique, comme si je faisais partie de la startup en tant que directeur juridique et donc anticiper les sujets pour le coup
qui sont des sujets un peu sous-marins que l'entreprise ne va pas voir tout de suite, mais qui dans 6 ans, 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, vont générer des gros problèmes pour cette entreprise parce que c'est dans son cœur d'activité et c'est une jurisprudence ou un règlement qui s'est créé et qui aura un impact. Donc, c'est plus intéressant de faire ça. Il faut évidemment valider, voilà, et mettre en place toutes les obligations en fonction des seuils d'effectifs. Règlement intérieur, quand on est obligé de mettre en place un règlement intérieur, document unique d'évaluation des risques professionnels. Par exemple, il y a un truc tout bête, mais beaucoup de startups qui font appel à des freelances ne savent pas qu'elles doivent mettre en place un plan de prévention. C'est une espèce de petit document qui fait 2 pages, qui est un truc technique, qui sert voilà, pas vraiment à grand-chose. Un avocat ne va pas apporter beaucoup de plus-value, ce n'est pas quelque chose qu'on va vendre, le plan de prévention, et des espèces de modèles. Mais la vraie plus-value, c'est le fait de savoir qu'il faut ce plan de prévention et de savoir qu'il faut le mettre en place. C'est quelque chose qui met 15 minutes à être fait pour une start-up, mais si jamais on ne l'a pas fait et que le freelance qui travaille dans l'entreprise a un accident du travail, je sais pas moi, il se prend les pieds dans une prise, il tombe et il se casse la figure, peut-être gravement, il est handicapé, et ben derrière, on a sa responsabilité en tant qu'entreprise qui est mise en jeu et pour des sommes qui peuvent être très importantes. Si jamais, malheureusement, il y a mort d'une personne, c'est des sommes colossales, c'est en millions d'euros. Tout ça pour un petit document qui met 15 minutes à être rempli et qui est un document voilà, qui coûte rien. Donc, le conseil, il n'est pas forcément dans la production. Et c'est beaucoup d'avocats vont vendre un contrat de travail ou un plan de prévention beaucoup plus cher que ce que ça vaut. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il vaut ça. Le bon conseil, il est dans le fait d'anticiper ce qu'a besoin l'entreprise pour, le jour où elle fait face au risque, être carrée, être protégée parce qu'elle aura justement fait ça. Et donc, ce plan de prévention, les entreprises peuvent tout de suite voir. Dès lors que je fais bosser dans mes locaux un salarié, soit d'une entreprise extérieure, ça peut être un prestataire, soit un freelance qui bosse dans mes bureaux plus de 400 heures par an, et ça c'est très facile à atteindre 400 heures par an, je suis obligé d'avoir ce plan de prévention. Et croyez-moi, quand il y a le moindre accident, et même sans parler d'accident, quand l'inspection du travail vient checker si l'entreprise est aux normes et tout, il demande tout le temps le plan de prévention. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir et à mettre en œuvre. Ah bah comme quoi il faut être accompagné, chacun son métier. Comme tu dis, c'est pas forcément l'expert comptable qui va y penser non plus, encore moins celui qui crée la start-up. Voilà, c'est vrai que quand j'y pense, ça paraît logique. C'est facile de le dire après que tu l'aies dit, mais ça paraît logique. Mais j'imagine, voilà, quand tu commences à monter ton entreprise, que tu fais appel à des freelances qui viennent travailler chez toi, c'est pas du tout à ça que tu penses. Enfin, tu es en train de plutôt à penser à ta croissance, à comment avoir de nouveaux clients, plutôt de te dire, tiens, si mon salarié, si mon freelance se prend les pieds, comme tu dis, dans une prise, tombe dans les escaliers, voilà, quelles sont les conséquences pour moi en tant qu'entreprise. Très intéressant. C'est très juste ce que tu dis, Mathieu. Et quand tu dis que les startups recourent massivement au freelance, c'est vrai. Parce qu'au début, quand on est dans cette phase de croissance extrême, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de gens qualifiés. Beaucoup de travailleurs en France préfèrent être freelance parce qu'il y a une souplesse, parce qu'il y a des revenus qui peuvent être plus importants, il y a une taxation qui est moindre. Et donc, la startup embauche massivement ses freelances, sans forcément se soucier des risques que cela engendre. Or, il y a beaucoup de risques de requalification, que ce soit requalification en contrat de travail par les anciens freelances ou de requalification par les URSSAF pour récupérer des cotisations de sécurité sociale. Donc, il y a un véritable enjeu à pouvoir, avec un avocat, voir les faisceaux d'indices qui vont permettre à l'URSSAF de reconnaître et de requalifier en contrat de travail une relation de freelance. Et donc, faire un petit tableau Excel sur les sujets, les warnings, les points rouges que je ne dois pas commettre pour éviter ce risque de requalification. Par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle un peu le salariat déguisé, c'est bien ça? Exactement. Par exemple, si ton freelance travaille 5 jours sur 5 de la semaine dans ton entreprise, qu'il n'a pas développé d'autres clientèles, c'est-à-dire que tu es son seul client, qu'il il travaille dans les bureaux de la start-up, c'est-à-dire il ne travaille pas depuis chez lui ou quoi que ce soit, qu'il a une adresse
avec l'adresse électronique De l'entreprise. de l'entreprise, sans mention prestataire ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est des faisceaux d'indices qui vont permettre très facilement à l'URSSAF, en cas de contrôle, de se dire, mais attendez, cette personne travaille depuis maintenant plus de 2 ans Ouais. sur un poste qui est un poste normal au sein de votre entreprise. Il est DevOps, par exemple, et c'est un poste qui est exercé par des salariés en CDI chez vous. C'est pas une mission exceptionnelle qui légitime le fait qu'on fasse appel à un freelance qui vient apporter une expertise particulière. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Moi, je me rends compte que cette personne devrait être traitée comme un salarié lambda, et donc je requalifie. Donc c'est important, voilà, d'avoir ce tableau pour voir les points rouges, de pouvoir limiter la casse et réduire ce risque, qui encore une fois peut être très important, parce que c'est quoi ce risque de requalification? On en parle comme ça, c'est jamais défini. Ce risque de requalification, pour être concret, on prend la rémunération qui a été versée au freelance, en gros sa facturation, hors taxe, on l'additionne sur l'année en cours, plus les 3 dernières années. Donc on additionne toute la facturation qu'il a fait mois par mois sur l'année en cours et les 3 dernières années. On obtient donc le total facturé, Oui. et là-dessus, on paye 40% de cotisations de sécurité sociale qu'on reverse à l'URSSAF, sans parler des majorations qui sont de 25%. Donc on majore ça de 25% et pénalité de retard de 5%. Donc ça peut faire très vite des montants colossaux, d'où l'intérêt, une fois qu'on a passé cette croissance où on a embauché voilà, des freelances, de se poser 5 minutes et de réfléchir à quelles sont les bonnes pratiques ou pas. Telle personne qui travaille maintenant depuis, je sais pas moi, 1 an et demi, 5 jours sur 5 chez nous, on va peut-être lui proposer un contrat de travail. Tel autre qui travaille, peut-être qu'il y en a un autre qui travaille aussi 5 jours sur 5, mais il ne travaille pas dans les locaux, et puis on se rend compte qu'il a diversifié une clientèle, il bosse pour telle ou telle autre boîte, et dans ce cas-là, lui ne sera pas en risque. C'est peut-être pas un plein il y a temps. cet exercice à faire, exactement. D'accord, non, effectivement, c'est des questions qu'on se pose pas forcément. Moi-même freelance, c'est vrai que c'est pas des questions que je me pose, mais quand on discute avec toi, hein, on comprend très bien l'importance de se faire accompagner. Mais comme dans beaucoup de domaines, c'est vrai que de plus en plus aujourd'hui, que ce soit des freelances ou même, comme on parlait, des startups, on fait un peu de tout. Enfin, moi, je fais ma comptabilité, je fais ma communication, je vais trouver mes clients, et des fois, c'est bien de pouvoir s'appuyer, comme tu le dis, et moi aussi j'aime bien le dire, sur des partenaires, parce que chacun a sa spécialité et on peut pas s'improviser avocat, expert comptable, et donc très intéressant. Alors, dis-moi Julien, on en reparlait tout à l'heure, tu fais quelques webinaires, tu travailles avec des startups, et je sais aussi que tu es professeur, c'est bien ça? Exactement. J'enseigne en tant que directeur d'études à Paris 2. D'ailleurs, j'avais cours avant-hier par Zoom, donc j'avais un peu peur d'enseigner comme ça, parce que bon, c'est des amphis de 300 salariés, un peu peur qu'il n'y ait pas justement cette spontanéité, cette discussion qui peut se créer avec les étudiants, et que j'adore, parce que ça fait maintenant plus de 6 ans que j'enseigne à Paris 2. Et j'étais là encore surpris, parce que ça permet à des étudiants qui auraient peur de poser des questions en amphi, de poser les questions. Et donc, c'est une autre manière d'enseigner, et qui est extrêmement bonne. Et je partageais ça avec un autre enseignant, qui est un enseignant, pour le coup, en droit commercial, et qui me disait qu'il avait le même retour que moi. C'est une nouvelle manière d'enseigner, et qui a ses avantages, parce que, voilà, encore une fois, ça instaure une discussion élève-enseignant qui est plus calme, parce qu'il n'y a pas de bruit. Quand on est dans un amphi, il peut y avoir du bruit. Voilà, là, ce n'est pas du tout le cas. Les élèves qui ne veulent pas suivre ou qui veulent regarder Netflix, regardent Netflix, voilà, mais ils n'ennuient pas leurs collègues. Voilà. Alors que ceux qui veulent suivre, et parfois qui étaient peut-être un peu timides pour poser des questions, elles ne le sont pas du tout, et interviennent. Donc, j'interviens évidemment en droit du travail, parce que c'est ma spécialité. Droit du travail, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que c'est un sujet, le droit du travail, que les étudiants connaissent parmi les droits. Hein. C'est vraiment le droit que les étudiants connaissent, parce que beaucoup d'entre eux ont un travail part-time job. Ils sont là
en plus de leur étude, ils gagnent leur vie. Au-delà de ça, le soir, ils peuvent entendre leurs parents qui ont des difficultés dans leur boulot. Mmh. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui est au cœur des préoccupations étudiantes et qui les intéresse. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'enseigner ce droit. D'accord, non, mais j'imagine et c'est vrai que Zoom, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, ça aide tout le monde, hein, depuis quand même le début de l'année et même ça le fait de discuter avec toi, ça me donne une autre vision, un peu de l'avocat, hein, parce que, on va dire pour quelqu'un classique, l'avocat, c'est un peu ce qu'on voit à la télé, les robes, les grands procès, voilà et là, j'ai affaire à un avocat qui fait des cours sur Zoom, qui fait des webinaires avec des startups. C'est une nouvelle vision de ouais, du métier d'avocat. Est-ce que il y a 5 ans, quand vous avez créé ce cabinet, comme tu m'as dit que vous étiez assez jeune en tout cas, c'était cette vision que vous aviez ou vous vous êtes adapté, au monde d'aujourd'hui? Bah, on a toujours eu cette vision-là. Moi, je viens d'une famille d'artisans, donc j'ai toujours ce rapport et le besoin d'être concret dans ma manière de travailler. Euh, J'aime le droit, évidemment, je l'enseigne, donc ça serait assez particulier de ne pas aimer le droit, mais j'aime surtout entreprendre. Et c'est vraiment ce qui nous a réunis avec Laurent et Irina. Tous trois, voilà, quand on est dans des grandes structures, c'est extrêmement bien justement pour apprendre cet amour du droit et du travail bien fait. Mais après, le fait dans une plus petite structure d'entreprendre, ça permet ce rapport qui est génial. Moi, je vis pour le rapport que je peux avoir avec mes clients, de pouvoir les aider concrètement dans leur sujet du quotidien, comme si j'étais en quelque sorte pas leur associé, mais leurs salariés et j'entreprenais avec eux. Et voilà, c'est ce qui nous plaît et qui a conduit à ce qu'on crée notre cabinet. Et est-ce que bon, j'imagine que c'est un peu le confinement qui t'a amené à faire des webinaires, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer? Imaginons, hein, l'année prochaine, les vaccins, ça y est, tout le monde, la vie normale reprend un peu le cours de sa vie, quoi. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer, cette nouvelle manière, d'appréhender le métier, de se montrer, hein? Parce que c'est vrai que c'est ça aussi l'avantage de Zoom et des webinaires, c'est que, bah, tu as un nouveau public, j'imagine. Mhm. Donc voilà, est-ce que c'est une envie? Euh, oui, alors pas spécialement une envie parce que je peux pas non plus passer mon temps sur les webinaires. Faut aussi traiter les dossiers. Bien Mais sûr. c'est intéressant de pouvoir, pour la réflexion juridique, de pouvoir échanger avec des gens qui vivent le droit, mais sans le créer, et Mmh. qui vont pouvoir nous faire remonter toutes leurs interrogations sur bah, pourquoi il y a telle norme, pourquoi les choses sont de telle manière. Et c'est intéressant d'avoir ça. C'est important de sortir de son bocal pour discuter et avoir le remonté des personnes qui vivent le droit au quotidien. Et nous, ça nous permet aussi, hein, quand on est amené après à plaider, à être face aux juridictions, bah, de pouvoir faire remonter tout ce bon sens qui souvent permet d'avoir des bonnes décisions. Parce qu'il y a le droit, spécialement en matière prud'homale, parce qu'il y a le droit et il y a aussi bah, la vie de l'entreprise dans son quotidien et faire appel au bon sens, à l'équité, à des valeurs qui ne sont pas forcément des valeurs juridiques, mais qui peuvent avoir un impact. Et ça, on l'a en fréquentant, en discutant avec Ouais, les salariés, avec les entrepreneurs. Il faut se rappeler qu'au prud'homme, sont des juges qui sont des juges salariés, des ouais, juges employeurs. C'est pas des magistrats ouais, c'est professionnels. ça, Donc, oui. ils Les prud'hommes, connaissent c'est la vie de différent, ouais. l'entreprise et ils vont être très sensibles aux arguments qui sont des arguments business. Et j'imagine les webinaires, ça a permis peut-être aussi d'avoir des personnes, qui n'auraient jamais osé faire appel à un avocat, qui avaient peut-être pas mal de questions. Voilà, je pense que ça a facilité aussi cet échange. Oui, parce que, encore une fois, on vit à l'ère de l'information. C'est Mmh. extrêmement facile de se procurer des informations sur Google. Après, Est-ce qu'elles sont bonnes? exactement, n'importe qui, hein, quand on a le moindre bobo, on va aller voir sur Google, mais tiens, mais qu'est-ce que j'ai? Et on pense qu'on a un cancer ou quoi que ce soit. Alors que si on va voir la personne compétente, elle va nous permettre de faire le tri dans toute cette masse d'informations Mmh. et de dire, bah non, tout va bien, voilà. C'est pareil pour le droit. Le droit, vous tapez telle information sur Google, ça va vous générer des réponses qui sont extrêmement différentes
qui Être ne sont pas compréhensible. voilà, c'est des Ouais. réponses qui peuvent être très compréhensibles, qui peuvent être vraies pour telle ou telle période, mais le droit évolue tellement vite, le droit du travail spécialement, avec toutes les lois qui sont votées chaque mois, les règlements qui viennent. Donc, la réponse qui était bonne sur Google il y a 3 mois n'est plus la réponse bonne à date. Mm. D'où l'intérêt quand même de passer par un professionnel, parce que ça vous permet d'avoir la bonne réponse. Si jamais on se plante, et je sais pas moi, on fait une demande d'activité partielle, de paiement, d'une prise en charge des salaires par l'État, mais qu'on fait mal la demande parce qu'on s'est basé sur Google, sur, je sais pas, un formulaire ou une procédure qui était celle d'il y a 2 ans, Mm. eh ben, Ouais. le problème, c'est que l'État refusera de prendre en charge. Ce sera une décision administrative qui sera motivée et régulière parce que la personne qui a fait la demande n'aura pas fait selon la demande, selon la forme régulière. Et ben donc, on perd la prise en charge des salaires pour toute l'entreprise. Donc, il y a quand même intérêt à se dire, je préfère être accompagné, même si forcément ça a un coût parce que c'est pas C'est gratuit. normal. Alors que alors, certains cabinets d'avocats dont je fais partie ont des abonnements, ce qui permet de se dire bon bah je vais pas, il va pas décrocher un chronomètre dès que je vais poser une question ou voilà. Oui, parce Donc que ça c'est vrai permet de qu'on se entend des fois à rassurer. l'heure. Enfin, c'est vrai que moi j'ai cette image de l'avocat qui est payé à l'heure et on se dit un peu oui c'est ça. Si ça traîne trop, ça va être de plus en plus cher quoi. Et comme tu dis, vous Oui, avez un système d'abonnement. exactement. Il y a système d'abonnement, il y a aussi travail à l'heure pour certains types de dossiers Bien sûr. évidemment, mais ça permet de ne pas avoir à se préoccuper de ah mince l'avocat va me coûter cher. Voilà, vaut mieux faire appel à l'avocat pour choisir la procédure qu'on va faire et choisir la bonne méthode, le bon formulaire, que de faire une économie, je sais pas moi, de 200 euros pour au Ouais. final se planter et perdre 30 000 euros d'aide. Enfin, Bah, le rapport est vite fait. c'est un peu le principe de l'investissement. Voilà, c'est oui, comme tu dis, ça a un coût, mais ça permet aussi peut-être de pas en perdre trop d'argent. Hein, comme tu dis, il peut avoir des conséquences financières qui sont assez énormes pour une petite entreprise qui commence, ou même un peu plus grosse, euh, d'avoir des coûts qui n'étaient pas prévus parce qu'elles se sont loupées sur un contrat, parce qu'elles se sont loupées sur un problème juridique. C'est un investissement qui est sur le long terme rentable, je pense, de faire appel à un service juridique, comme tu dis, ou à un avocat. Que ce soit en droit, comme pour l'expertise comptable, comme pour le notariat, comme pour enfin, tout le conseil est quelque chose qui est essentiel, qui a une vraie valeur. On vit dans une société où quand on achète un bien, on l'a dans son sac, on le porte, donc on voit où notre argent est parti. Et il y a une sorte de défiance à se dire, tiens, je vais payer pour un conseil. Or, le conseil a une valeur qui est souvent extrêmement importante par rapport Ouais, au bien, parce que c'est quelque chose qui va qui va avoir des effets dans le long terme, qui va permettre de pouvoir réaliser de grandes économies ou alors de réaliser un bénéfice extrêmement important. Donc le conseil doit être valorisé. Et ça, c'est ce que permet le fait d'être entouré de bons conseils, soit bon expert comptable, ainsi de suite. Il y a bien sûr. vraiment, c'est valorisé. Quelqu'un qui vous fait perdre une opportunité, un mauvais conseil, un mauvais expert comptable, un mauvais avocat va vous faire perdre une opportunité qui va avoir des conséquences sur plusieurs années. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est important d'être bien entouré. Et ben, je trouve, Julien, que c'est une très bonne conclusion de tout ce qu'on vient de dire. Voilà, le conseil. Euh, Julien, un mot pour Oui. la fin? Tu avais peut-être envie de Mais dire quelque chose? non, bah, écoute, j'ai été ravi de discuter avec toi, Mathieu. C'est très sympa d'avoir cet échange. Et, euh, Plaisir et partagé voilà, alors. donc au plaisir de rediscuter ensemble. Et ben, c'est parfait, Julien. Ben, je vais te souhaiter une très bonne journée, hein? Ben, Et, merci, toi euh, aussi. et encore une fois, avec plaisir pour échanger sur d'autres thématiques. Ça marche. Ciao. Merci beaucoup, Julien.